En ce 16 novembre, je me retrouve au coin du feu, dans le Haut-Var, avec la mâchoire et la gencive très endolorie. Je choisis l'ouvrage de Léon Daudet qui m'accompagne. Léon Daudet, dont je possède, je ne sais pas, une quinzaine d'ouvrages et qui a 158 ans en ce jour. C'est très pluvieux aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a son ouvrage Flamme que je suis en train de relire avec un superbe portrait de Léon Bloy. Mais eu égard à ma situation très endolorie, je me replonge dans ce magnifique livre de 1931, Devant la douleur, qui retrace les années de ses études de médecine à la faculté de Paris. Alors Léon Daudet, moi je suis un pratiquant acharné de ce fils aîné d'Alphonse, ami de Proust, qui buvait, dit-on, plusieurs litres de Bourgogne par repas, ce qui montre qu'il connaissait parfaitement le bon vin. Très dernièrement, j'ai lu un ouvrage que m'a prêté Laurent Pelcuer qui est intitulé Deux idoles sanguinaires, la Révolution et son fils Bonaparte, qui est un ouvrage absolument fulgurant. Alors, donc, au portrait de Léon Bloy et de Vallès et de Proudhon qui se trouve dans Flamme, je préfère de manière toute temporaire le portrait, parce que, évidemment, Léon Daudet est un très très grand portraitiste, de Charcot, par exemple, du professeur Charcot, qui était un ami de son père, Alphonse Daudet. Écoutez ce portrait extraordinaire. Charcot, avec un front trop bas, avait la rectitude du visage d'un Bonaparte replet. Et j'imagine que cette presque ressemblance, soigneusement cultivée, influa sur ses manières et sur son destin. Je n'ai pas connu d'homme plus autoritaire, ni qui fit peser sur son entourage un despotisme plus ombrageux. Il était gras, complètement rasé, avec une bouche à l'arc méditatif et dur, de larges joues, des cheveux plats rejetés en arrière, un cou de taureau, un corps trapu, des jambes courtes et fortes à l'aide desquelles il marchait lourdement. Observateur de génie, pénétrant avec une sagacité implacable les rapports du moral et du physique, les maux du début, les tares commençantes et les vices non encore avoués, il ramassait ses observations dans des raccourcis comparables à des dessins d'Ingres, à des ébauches de Forain ou de Goya. Son érudition était immense, il connaissait à fond les poètes, notamment Eschyle, le Dante et Shakespeare, plusieurs philosophes, surtout les Grecs, la peinture européenne, et il admirait Beethoven en détestant Wagner, qu'il trouvait, non sans raison, emphatique et diffus. Sans mansuétude quant à l'humanité, il avait une profonde pitié des animaux, gâtait comme des enfants ses grands et petits chiens, et défendait qu'on parlât devant lui de chasse ou de chasseurs. Le scepticisme de Montaigne était tout à fait son affaire. Non seulement il n'avait aucune croyance, mais encore il manifestait fréquemment des sentiments hostiles au catholicisme qu'il ne séparait pas de la réaction. Sa sympathie mystique allait, je ne sais trop pourquoi, ni lui non plus sans doute, au Bouddha. En politique, il était nul et d'ailleurs absolu dans ses jugements, ami fanatique de Gambetta, républicain de principe, de milieu, d'éducation, considérant que la grande révolution avait émancipé le peuple, etc. etc. Et puis à la fin de ce portrait, alors il ne supportait pas la contradiction si minime qu'elle fût. Quand il pensait que quelqu'un lui avait manqué ou s'était permis de contester une de ses doctrines médicales, touchant le système nerveux, la grande hystérie, l'aphasie, le foie ou le rein, alors il devenait féroce et mesquin, il mettait tout en œuvre pour briser la carrière de l'imprudent. Il n'avait de cesse qu'il ne l'eût réduit à sa merci, contraint à demander l'amant. Ainsi s'était-il rendu odieux à beaucoup de jeunes médecins qui considérèrent sa disparition comme une délivrance.
Quel plaisir, saperlipopette, peut-on éprouver à jouer les tyrans quand on a une haute situation, de la fortune, une intelligence magnifique et le don inappréciable d'y voir clair. Voilà, Léon Daudet, voilà entre autres pourquoi c'est un très grand écrivain, parce qu'il n'hésite pas à utiliser le terme saperlipopette. Gilles de la Tourette était laid, à la façon d'une idole papou sur laquelle seraient implantés des paquets de poils. Il n'était ni bon ni mauvais, ni studieux ni paresseux, ni intelligent ni sot, et il oscillait avec sa tête ahurie et malicieuse entre une multitude de qualités et de défauts auxquels il ne s'attardait pas. Puis je terminerai cette courte évocation de Daudet par un souvenir personnel, enfin je veux dire personnel de Daudet lui-même, qui débouche sur Pasteur. Mon premier malade fut un cancéreux d'une maigreur effroyable, qui faisait, comme on disait, des troubles cérébraux, et accusait les infirmiers de jeter des poils dans ses aliments. Comme je le chapitrais, il se mit en fureur, ameuta ses voisins, prétendit que j'avais craché dans sa soupe. Il fallut une bonne demi-heure pour le calmer. Du côté des femmes, m'échut une vieille gâteuse, affligée d'une fistule compliquée, qui faisait communiquer entre elles toutes les pièces basses de son organisme, par où je devais introduire des filières de mèches au sublimé. Au premier essai, je crus vomir. L'odeur de corruption était épouvantable. On m'avait affirmé « vous vous aguerrirez », mais pas du tout. C'est là un cliché fort inexact. Je ne me suis jamais aguerri. La semaine suivante, ce fut pire, ce fut le cauchemar. Pasteur venait de découvrir le traitement de la rage au milieu d'un grand brouhaha de dévots et d'incrédules dont le tam-tam remplissait le milieu médical. Alors là, le portrait de Pasteur vaut celui de Sacha Guitry. 6 paysans russes ayant été mordus à la figure et aux mains par un loup enragé, le gouvernement du tsar les expédia à Paris. On les mit en surveillance à l'Hôtel-Dieu. Pendant 8 jours, Pasteur vint ponctuellement régler en personne les injections de son sérum. Que faisait Tillot, le médecin Tillot, assez malheureux. Ce grand homme était d'une charmante simplicité, d'une parfaite bonhomie. Une petite gêne à peine perceptible dans ses mouvements indiquait à l'œil averti qu'il avait eu une attaque. Celle-ci n'avait fait d'ailleurs qu'aiguiser son génie. Nous nous rangions sur son passage avec une vénération véritable. Nous écoutions avidement ses moindres paroles, nous suivions chacun de ses regards, où transpirait une compréhension infinie. Le 9e jour, un des paysans russes, contractant ses mâchoires comme les branches d'un étau, entra en rage. C'est quasiment mon état aujourd'hui, par ailleurs. On le transporta en hâte dans un pavillon d'isolement, mais ses cris traversaient les cloisons, et je n'oublierai jamais les visages épouvantés de ses compagnons condamnés au même sort, qui se bouchaient les oreilles de leurs gros doigts, mâchurés par le fauve. À partir de là, chaque matin, le mal implacable s'abattit sur un nouveau Russe, si bien que les 6 s'y passèrent. Leurs clameurs désespérées, tantôt sourdes, tantôt suraiguës, se faisaient entendre jusqu'au parvis Notre-Dame. L'effroi régnait sur l'hôpital. Quand on pénétrait dans ces chambres de torture, on trouvait les infortunés disloqués comme des cèpes, les yeux désorbités, l'écume aux lèvres, cramponnés aux barreaux de leur lit, ou se roulant sur le sol, des lambeaux de leurs draps entre les dents. Le moindre fil de lumière, le moindre reflet sur un gobelet, le moindre grincement de serrure leur était insupportable. Pendant les répits, ils nous suppliaient dans leur langue de les achever, de mettre un terme à leur supplice. Après une consultation entre le pharmacien en chef, Tillot et Pasteur, on s'y résolut. Vous voyez que l'euthanasie était un peu moins complexe qu'aujourd'hui. Le pharmacien prépara 5 pilules, le premier enragé étant mort enfin, qui furent administrées aux 5 autres, avec toute la discrétion d'usage en pareil cas. Quand le silence retomba, tel qu'un grand suaire, sur la maison des maux sans nombre, nous nous mîmes tous à pleurer d'horreur. Nous étions à bout de nerfs, anéantis.
Je songeais, à part moi, que la médecine était une carrière bien sinistre.